On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la reprise des activités du côté de la coop créative Artaud. Mais d'abord, parlons d'érable, de Érablement Bon et de l'ouverture d'une troisième boutique. Bon, actuellement, on est dans le temps des sucres, c'est vrai, mais vous savez qu'on peut être dans le temps des sucres 12 mois par année, d'autant qu'il y a de très belles boutiques, dont une qui s'appelle Érablement Bon, mais qui a fait des petits, qui en est rendu à 2 et même à une troisième boutique. Avec nous, son fondateur, son entrepreneur, c'est Julien Dupaquet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et ça a commencé comment, ce projet-là? Parce qu'à la base, vous aviez une boutique au Wild-Saint-Jean qui s'appelait La Coulée Suisse. Ouais. Puis là, finalement, ça a été transformé en Érablement Bon. Là, vous êtes sur séminaire en face de l'hôpital. Mais bref, qu'est-ce qui vous a mené dans ce projet-là? Bien, pour commencer, à la base, moi, je suis producteur de sirop d'érable. Donc, je suis acériculteur. Je produis mon propre sirop d'érable là, à Frélisburg et Denham. Au début, j'ai décollé en 2017, janvier 2017, avec une érablière en production. Ouais. Par la suite, je vendais un peu à mon entourage, mes amis, la famille, Facebook. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une demande de produits d'érable à l'année. J'ai fait un peu des marchés publics, j'ai fait un peu comme des festivals. À la deuxième année, il fallait augmenter le volume de sirop d'érable, donc deuxième érablière, troisième érablière. J'ai loué des kiosques temporaires dans les halles Saint-Jean pendant 2 saisons avant de m'installer 6 mois par année, de novembre à avril. La réponse de la clientèle était là, d'avoir accès à des petits cornets au beurre d'érable, du beurre d'érable, des suçons, de la tire, du sirop. Il n'y avait pas vraiment de produits d'érable disponibles là, pendant ce laps de temps-là de l'année à Saint-Jean-sur-Richelieu, autre que les cabanes à sucre. Mais bon, il faut faire un détour à Saint-Grégoire. Là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, vous avez un peu comblé un vide. Je prends mon propre exemple. Quand, la fin de semaine, je me balade, si je m'en vais dans le bout de Saint-Grégoire, ça se peut que j'arrête puis que j'en achète. Ouais. Mais dans ma routine quotidienne ou hebdomadaire d'aller faire l'épicerie ou ces choses-là, si c'est pas dans ma face, comme on dit, tu sais, comme aller au Wild-Saint-Jean, ça fait partie de ma routine. Ouais. Donc, forcément, quand j'allais au Wild, j'arrêtais chez vous. C'est un peu le même principe. Donc, tant qu'on n'a pas une installation fixe en ville, bien, on n'ira pas chercher le même bassin de clientèle. Absolument. C'est tout tourne autour de l'accessibilité. C'est ça. Par exemple, les petits cornets au beurre d'érable, on va en trouver partout au mois de mars, dans les IGA, dans les métros, tout ça. Au mois de novembre, on n'en a pas. Au mois de décembre, on les cherche, on n'en a pas non plus. Janvier, fin avril, on n'en a pas. Donc là, je suis passé de 6 mois par année à 12 mois par année. Donc, si tu as une envie de cornet au beurre d'érable au mois d'août, pendant les vacances de la construction, bien, j'en ai. Mais c'est toujours drôle parce que même tu t'en vas juste te promener dans le Vieux-Québec. Puis tu as une espèce de kiosque là, dans le petit Champlain où tu peux prendre de la tire presque 12 mois par année. Là. Je rigole un peu, mais c'est un peu ça. Ouais. Puis là, on est surtout dans une dynamique de tourisme étranger, là, dans le cas du Vieux-Québec. Mais bref, d'avoir cette accessibilité-là 12 mois par année, visiblement, ça comble un besoin. Là. Oui, puis il y a aussi le fait qu'on réinvente l'érable avec Érablement Bon. On réinvente l'érable, c'est qu'on n'a pas juste les produits de base, sirop, beurre, tire. On a un bar à cornet, on fait des tartinades à l'érable, on a plusieurs sortes de tartes au sirop d'érable. L'été, on a de la crème glacée à l'érable, au beurre d'érable, aux pépites de sucre d'érable. Donc, on réinvente clairement l'érable. Puis on va suivre un peu la thématique 12 mois par année, comme le temps des sucres, le temps des pommes, l'automne, l'Action de grâce, le temps de Noël, la Saint-Jean-Baptiste. On suit un peu ces fêtes-là aussi. Je pousse un peu loin, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir le potentiel de ce qu'on a vu avec Chocolat Favori? Dominic Brown n'a pas inventé le chocolat, mais visiblement, il a mis en place un système de boutique et de franchise qui est aujourd'hui partout au Québec. Je prends votre propre exemple où il y a une croissance. Là, vous êtes rendu à 3 boutiques. Bon, il y a celle de Saint-Jean, mais il y en a 2 autres aussi, qui est à Saint-Bruno et à Montréal. Oui, exactement. Est-ce que ça a le potentiel de grossir et d'avoir d'autres boutiques? Oui, bien, tous les pions sont mis en place pour ça. Là. Quand on a restructuré l'année passée avec l'arrivée du nouveau nom, on est passé de la Coulée Suisse à Érablement Bon. La structure dessous ça est faite pour avoir un potentiel de croissance à l'infini. La structure est là pour être éventuellement franchisée, ouvrir des micro-boutiques. On a le food truck. En ce moment, ce qui est beaucoup de travail, c'est le fait qu'on produit l'érable. Donc, on met du temps dans les érablières, on transforme, on vend. Il y a moyen d'incorporer des investisseurs un jour. Pour l'instant, j'aime ça, m'amuser avec ça moi-même.
Là, cette année, en 2021, on a fait deux ouvertures de boutiques. Donc, c'était déjà beaucoup pour nous. 2022, peut-être une quatrième. Ouais. Pour l'instant, on se dirige plus vers la Rive-Sud, vers Montréal. Donc, on pense se diriger un peu vers Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, dans ces coins-là. Mais les ambitions sont là. Oui, toute la structure est là pour ça. Là. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'une appellation, la coulée suisse, à érablement bon? Dans le fond, la coulée suisse, c'était vraiment un nom que j'ai fondé au départ par rapport à mes origines. C'était une petite production locale, tout ça. Puis par la suite, il y avait un certain frein. Un frein, les gens se demandaient c'est quoi la coulée suisse, ça vient d'où? On avait souvent ce commentaire-là qui ressortait. Donc c'est pour ça qu'on a restructuré un peu le nom. On a fait affaire avec une firme de marketing, puis on a repositionné vers Érablement bon, qui est plus comme original, qui est vraiment... Le nom le dit, c'est Érablement bon. C'est un jeu de mots. Ouais. C'est québécois aussi. C'est vraiment québécois-canadien. Là, vous êtes sur séminaire en face de l'hôpital depuis combien de temps maintenant? Ça fait 14 mois là, environ. Ouais. Pandémie ou pas, ça n'a pas eu d'embûche pour vous? Bien, c'est sûr qu'on a un petit peu serré un peu les horaires l'été. On ferme quelques jours de semaine l'été. C'est sûr que pandémie, il faut être créatif. Il faut aller chercher le client par la main. C'est ça qu'on a vu dans les 2 dernières années. Les entreprises qui sont créatifs, qui vont chercher le client par la main, c'est ceux qui traversent la crise. Donc, il faut faire des promotions, il faut faire beaucoup de publicité. Il faut vraiment gâter le client. Il faut vraiment le gâter pour qu'il revienne. Là. Bon, et d'être sur séminaire à Saint-Jean, en avant de l'hôpital, c'est un bon emplacement pour vous? Oui, c'est un emplacement stratégique. Là, il y a un gros trafic routier, on a de la visibilité, puis... Le fait d'avoir un kiosque pignon de rue comme ça, qu'on appelle, c'est qu'on peut gérer notre propre horaire. On peut décider de fermer le lundi, le mardi. On peut décider de fermer l'été, par exemple, pendant les vacances de la construction. Bon. Comment se sont présentées les opportunités d'ouvrir maintenant une deuxième boutique au marché des promenades à Saint-Bruno et une troisième à Montréal dans le quartier Rosemont? En fait, la deuxième, c'est le marché des promenades de Saint-Bruno. On a comme engagé une entreprise pour trouver des locataires. Donc, j'ai été un peu approché il y a 2 ans déjà pour Saint-Bruno. J'ai comme été approché avant la crise de la COVID. Donc, le projet a été mis sur glace quelques mois. Par la suite, ça s'est concrétisé début 2021. Donc là, on a commencé la construction du local, l'aménagement. Puis pour moi, de ne pas prendre la place puis de laisser la place à un autre, moi, je trouvais ça comme un peu inacceptable. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le bateau puis j'ai embarqué dedans. Là. C'est quoi le défi d'avoir une entreprise en croissance? Parce que là, vous l'avez dit tantôt, vous produisez de l'érable dans le bout de Frelichburg-Donham. Ouais. Là, vous avez une boutique à Saint-Jean, à Saint-Bruno, à Rosemont, à Montréal, peut-être une 4e bientôt. Il y a juste 24 heures d'une journée. Comment on y arrive? Est-ce que avez-vous des employés? Êtes-vous en pénurie de main-d'œuvre comme tout le monde? Je veux dire, c'est quoi le topo, là? Bien, le plus gros défi, c'est c'est de s'assurer que tout fonctionne bien, étant donné qu'on a plusieurs champs d'expertise, la production, la transformation, la cuisine. On a un food truck aussi l'été. Oui, en plus. On a les boutiques. Fait là, on a 14 employés en ce moment. Il y en a 12 là-dedans que c'est seulement pour les boutiques, pour la vente. Donc, on a plusieurs étudiants qui se partagent l'horaire de 7 jours sur 7 dans les boutiques. Moi, je fais la production presque seul, parce que moi, je suis vraiment agriculteur d'origine. Donc, la production de sirop d'érable, je garde ça pour moi. Ma femme s'est jointe à mon entreprise dernièrement, au mois de janvier. Donc là, ça l'aide beaucoup pour la gestion des boutiques. Puis vraiment, c'est ça. C'est vraiment d'organiser tout ça. Puis, étant donné qu'on produit notre sirop d'érable, on ne peut pas dire, on prend un téléphone, puis bon, ben demain matin, je veux 50 gallons de sirop d'érable, puis je veux 20 tartes. T'sais, c'est pas ça. C'est pas un commerce qui achète puis revend. On doit le faire, donc il faut être structuré, il faut avoir de la matière première. Puis dans les 2 dernières années, on a été affecté par ça, de la pénurie de matières premières, par exemple. Au mois d'avril 2020, plus de farine. Je ne sais pas si vous vous rappelez la crise de la farine. Bon, ben plus de farine. Tu appelles une grosse épicerie, un distributeur, j'ai pas de farine, j'ai pas de farine, j'ai pas de farine. Donc là, comment faire pour honorer les ventes qu'on a, comme les produits, quand il manque une matière première après ça, la crème, 35 %, de la difficulté à en avoir.
de ce temps-ci de l'année, c'est de la fécule de maïs. Ça a l'air aussi banal que de la fécule de maïs. Au Québec, en ce moment, février 2022, ça n'existe plus. Il n'y a plus de fécule de maïs qui est un épices-sang alimentaire. Les contenants de plastique, les étiquettes. Donc, comment faire? Faut stocker, mais là, toutes les entreprises en ce moment stockent, commandent le double, commandent le triple. Donc là, les fournisseurs... Ça crée un débalancement. Ça crée un débalancement, puis ça fait déjà 1 an et demi que ça dure, ce débalancement. Ça, c'est vraiment... En même temps, je regarde ça, pour avoir fait beaucoup de reportages sur les érablières. Bon, souvent, les érablières, ils font de la production, mais ça correspond des fois à quoi? 5 ou à 10 du sirop d'érable qui va être consommé sur place. Donc, majoritairement, les produits sont achetés en Beauce. Il y a un bassin de producteurs. Or, chez vous, ça représente quoi comme ampleur de production? Bien, nous, là, comme là, 2022, on a 23 000 hectares en production. 23 000? Oui. Fait qu'on a commencé à 3 000 hectares en 2017. Ensuite, 7 000, 11 000, 14 000, 17 000. Ça se compare à quoi, ça, 23 000 en taille? Ah, bien, c'est beaucoup d'érable. Dans le fond, on fait environ, comme en litres, presque 100 000 litres de sirop d'érable par année. Là, un peu Êtes-vous un petit joueur, un moyen joueur, un grand joueur? Tu sais, on a un gros joueur. Là. Vous êtes un gros joueur là, dans cette industrie-là. Bien, localement, là, étant donné... C'est parce que ce qui arrive, c'est que les 23 000 hectares sont transformés en totalité. Donc, c'est pas, par exemple, du sirop d'érable qui est vendu à un autre, comme un grossiste, un acheteur. C'est vraiment... nous, à chaque semaine, on ouvre 3, 4 barils pour faire des tartes, pour faire du beurre d'érable, pour faire des suçons, pour faire des bonbons, tout ça. Donc, tout ce sirop d'érable-là passe par nos mains sur 12 mois par année. Donc, c'est vraiment, c'est une grosse production. Puis, comme je disais tout à l'heure, on peut pas prendre un téléphone puis dire, bon, ben on veut du sirop d'érable. C'est nous qui le fabriquons. Donc là, petite année, grosse année de production. Ça aussi, ça a un impact. Petite année, grosse production, faut jongler avec. Faut traverser l'année. Parce qu'en 3 semaines, 1 mois, on fait la production de 1 an. Faut pas se tromper. Non, ça donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça, puis c'est la météo qui est le dernier mot aussi là-dessus. Bon, vous avez fait des études en gestion d'entreprises agricoles au Cégep Saint-Jean, ce qui est la bonne chose à faire de ce que je comprends aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs. Oui, absolument. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans ce monde-là? C'est la famille? C'est les... Non, moi, je viens d'une famille, d'une ferme laitière, donc c'est vraiment un contexte différent. Sur la ferme de mes parents, il y avait déjà comme un peu une relève installée. Moi, je suis toujours été un peu comme entrepreneur de mon propre chef. Donc, j'avais vraiment l'envie d'investir puis d'entreprendre là, selon mes critères. Donc, c'est pour ça qu'à 25 ans, j'ai décidé de partir de mon propre chef là, dans le sirop d'érable. Puis, à l'époque, il y avait une belle opportunité de démarrer dans l'érable. Parce que moi, dans le fond, les érablières à Frélisberg-de-Nam sont en location. Donc, aujourd'hui, j'en ai 6 en location. Il y a beaucoup de potentiel de louer d'autres érablières dans ce secteur-là. Puis, le fait de créer aussi avec l'érable, la créativité est vraiment présente dans l'érable. C'est créer des nouveaux produits, entreprendre, trouver des nouveaux marchés. Bon, dernière question, on l'a évoqué tantôt rapidement, il y a l'histoire des cornets, là. Ce que je comprends, c'est que là, il y a différentes saveurs. C'est quoi? Oui, ça, c'est... Nous, on a inventé le bar à cornets. C'est comme les muffins chez Tim Hortons, mais les cornets. C'est qu'on a toujours 10 sortes de cornets au beurre d'érable. On a des cornets beurre d'érable, chocolat, framboise. On a des pacanes, brownies, pâte à biscuits, Oreo. On a environ 60 saveurs dans l'année en roulement. Donc, toujours 8 à 10 saveurs. Il y a toujours un peu d'érable là-dedans, quoi? Bien, le cornet est rempli de beurre d'érable. Tout le temps? OK. Oui, tout le temps. Puis par la suite, on rajoute d'autres garnitures dessus. Donc, dans une bouchée de cornet, on peut sentir l'érable, le chocolat, la framboise. On peut avoir la pomme, comme un morceau de biscuit. Donc, c'est vraiment... Puis le client choisit les saveurs qui lui plaisent. Puis avec ce concept-là, on rejoint tous les membres de la famille parce qu'on a du sucré salé, on a du sucré, on a du très sucré. On a pour tous les goûts. On a du crémeux. On rejoint tout le public avec ça. Julien Dupaquier, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Puis pour les gens du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc allez faire un tour chez Érablement Bon sur le boulevard du Séminaire. Sinon, si vous arrêtez au marché des promenades à Saint-Bruno ou encore dans le quartier Rosemont à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Et restez avec nous. On vous revient après ceci.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est la reprise des activités de la programmation du côté de Artaud, la coop créative, principalement située, oui, sur la rue Saint-Jacques, mais qui en même temps crée aussi et tient des événements un peu partout dans la ville en cours d'année. On en discute avec son directeur général, M. Martin Cambria. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, merci. Bon, c'était quoi l'impact de la pandémie sur une organisation comme la vôtre? Vous avez dû vivre avec des... On y va plus, on annule pas, on reporte, c'est ça. Bien, c'est exactement ça, j'ai rien à rajouter. Ça a été assez, on va dire, frustrant parce que, oui, il faut planifier longtemps à l'avance, revoir nos plans, le contexte change, on s'adapte, on ajuste, on annule. Ah, on revient, on le refait. Ça a été épuisant pendant 2 ans de temps là, d'avoir à vivre cette réalité-là. Mais là, on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Bon, parce que la lumière, on la voyait un peu à l'automne. Même, vous avez tenu la rencontre des arts. Oui. Même à l'été dernier. Oui. Bon, puis peut-être que, bon, l'événement, c'est peut-être pas... On n'a pas eu les spectateurs comme on avait dans les années, mais ben, au moins, on sentait qu'on s'en allait dans la bonne direction. Or, est arrivé le variant Omicron avant Noël qui a un peu tout bousillé. Est-ce que c'était un peu, même à la limite, un peu démoralisant ou démotivant, disons, là, de... Oui, appelons les choses par leur nom, Ouais. oui, effectivement. Tu mentionnes la rencontre des arts qu'on a pu faire en novembre dernier. C'est un événement qui prend tellement d'énergie, des ressources et des artistes qui viennent du quatre coins du Québec, qu'on doit être constamment en communication avec eux autres. On le fait-tu, on le fait-tu pas? Finalement, on a mis l'épaule à la roue, on le fait. Et puis, travailler si fort pour être contraint à limiter le nombre d'artistes qu'on invite. Et puis, le public, est-ce qu'il va être au rendez-vous ou pas? Puis, on peut comprendre d'être frileux, de se retrouver dans des foules. Bien, c'est certain qu'on a été un peu déçus, mais pas découragés. Donc, c'est une leçon de dire comment on peut faire les choses différemment en tenant compte de ces variables-là du contexte. Est-ce que c'est ça qu'on a appris, dans le fond, dans les 2 dernières années? Ah, les leçons sont nombreuses. On a fait beaucoup d'essais-erreurs. On a essayé, par exemple, le numérique, des Facebook Live, des choses comme ça. Ça a bien fonctionné, mais on a senti qu'il y a un épuisement aussi de ça. Les gens sont un peu tannés de consommer de la culture à l'écran. Ils veulent voir un spectacle d'art vivant sur scène. Puis même ça, même si on ouvre les salles de spectacle, nous, on fait des petits spectacles dans notre salle intime, mais on se pose la question, est-ce que quand même le public va être au rendez-vous pour être en proximité avec les autres? Là? Ouais, donc, on est dans un... Oui, je sais qu'il y a une crainte de la part des organisateurs des événements à savoir si le public va être de retour. En même temps, je me dis, moi, que le contexte de l'automne n'est pas celui d'aujourd'hui, dans la mesure où c'était pas tout le monde qui était vacciné. Là, de ce qu'on entend, finalement, à peu près la moitié du Québec a eu Omicron, moi y inclus. Donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même contexte, puis que, visiblement, avec l'arrivée du beau temps, de la clarté, il y aura une soif de socialiser, de consommer de la culture. Oui. Bien, ça a été évolutif, hein, tout le temps. Ouais. Bon, bien, on s'est isolé parce que personne n'est vacciné, donc on s'isole, couvre-feu. Là, on revient parce que le beau temps revient. Les vaccins arrivent. Il y a encore un autre arrêt parce qu'il y a un autre... Tu sais, constamment, là, des modifications comme celle-là, il a fallu faire avec. Parce qu'à la base, Artaud, c'est une coopérative d'artistes, 150 à peu près? À peu près, oui. Bon.
Mais en même temps, vous organisez des événements, des expositions, des spectacles. Je me rappelle, à chaque année, avec Feu Gilles Gemme, au mois de janvier, on lançait la programmation, puis il y en avait là-dedans. C'était incroyable, là. Mais on va avoir la même offre. Ouais. Donc, puis même à partir de la semaine prochaine, on relance nos expositions. Puis c'est surtout centré là-dessus pour les prochains 6 mois, même la prochaine année. On s'oriente vraiment sur nos expositions et sur nos événements. Les expositions, on reprend ça en salle, à la galerie, puis à d'autres points dans la ville, comme tu disais, à la bibliothèque Saint-Luc avec le Salon Rouge, ça, c'est maintenu. Mais on relance vraiment, je ne veux pas dire au compte-gouttes, parce que notre calendrier est vraiment plein là, jusqu'au mois de juin, mais plutôt que de faire un lancement comme on le faisait auparavant au mois de janvier, donc d'avoir une programmation de janvier à décembre, on s'est dit, faisons une rentrée culturelle après la fête du travail, donc en septembre, nous aussi. Avec une rentrée, oui. Exactement. Ouais. Donc, de septembre à juin, c'est ça. Donc, du 3 au 20 mars, c'est une première exposition collective dédiée à la femme, avec plusieurs artistes. Là, il y en a, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine, une vingtaine à peu près. Donc, ça, c'est vraiment la première activité que vous tenez à même vos locaux sur la rue Saint-Jacques. Exactement. Ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est, oui, nos 2 premières expositions seront des expositions collectives, donc des membres qui proposent leur création. Et ces initiatives-là, justement, viennent des membres. Moi, on m'a approché pour dire, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose qui souligne la femme. Le 8 mars, la Journée internationale du droit de la femme. Donc, réservons le mois de mars pour envoyer nos artistes en création. Interprétez-nous votre message, en fait, votre déclaration d'amour, si vous voulez, pour la femme. Donc, le mois de mars, du 3 au 20 mars, c'est une exposition collective dédiée à la femme. Bon, qu'est-ce qu'on a du côté du mois d'avril maintenant? Mois d'avril, Pop Arto. Ouais. Donc, ça aussi, on veut, avec la venue du printemps, quelque chose de ludique, coloré, éclaté, le fun. Puis, justement, l'invitation a été lancée à nos membres de sortir de leur zone de confort. Vous ne connaissez pas le pop art ou c'est pas de votre, de votre palette, c'est pas grave, explorez-le. Donc, il y a une trentaine d'artistes qui ont répondu à l'appel pour dire « Ouais, je vais tenter ma main à réinterpréter le pop art ». Donc ça devrait être assez ludique, assez trippant, si je peux me permettre l'expression. Bon. Quand on arrive au mois de mai, puis ça aussi, c'est une première, puis c'est drôle parce que les étudiants du cégep, on les a déjà reçus occasionnellement ici parce que je pense qu'eux-mêmes faisaient une petite exposition au cégep même, là, au terme de leur année scolaire. Là, dans le fond, la galerie va accueillir les travaux des finissants. Oui, ça c'est intéressant. C'est le grand mystère. Puis le mois de mai est pratiquement dédié à nos élèves du cégep. Première partie, c'est les arts visuels, le programme en arts visuels. Réal Touga et Héloïse Audi qui nous ont approchés pour ça. On devait le faire en 2020. Et puis là, mystère, pourquoi? Parce qu'ils sont en pleine création présentement. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Une boîte à surprise. Mais ils sont venus mesurer les locaux, puis ils vont en mettre partout. Ça devrait être vraiment, vraiment génial. Puis à la fin du mois de mai, un spectacle de la relève musicale aussi des élèves du cégep. Quand on arrive au mois de juin, Louise-André Lalonde présente Chemin de vie. Qu'est-ce que c'est? C'est une relecture, si on veut, du chemin de croix, mais qui se veut plutôt une réflexion sur la vie contemporaine. Donc, en 14 tableaux, en 14 citations, l'artiste propose des éléments visuels sur lesquels le visiteur peut réfléchir et faire une réflexion personnelle sur la vie contemporaine. Puis il y aura une 15e œuvre qui, elle, se veut quand même une installation importante, qui est en soi une création collective. Donc, il y a eu des citoyens qui ont participé à la création, comme 350, 360 personnes qui ont participé à la création de cette œuvre collective-là. Donc, ça aussi, ça va occuper la galerie d'une façon qu'on n'est pas habitué de le faire. Ouais. Donc, vraiment, offrir un chemin, un parcours pour le visiteur. Bon. Qu'en est-il maintenant d'activités que vous avez tenues dans le passé? L'arrivée vers l'art, le symposium d'art, bref, qu'est-ce
qu'on peut dire à ce moment-ci? Ça aussi, ça revient. Donc, on va ouvrir bientôt les inscriptions, oui, pour la ruée vers l'art. Nous, on se démarque des autres... parce que ça existe ailleurs, hein, la route des arts, le boulevard des arts. Donc, la ruée vers l'art, qu'est-ce qui nous distingue? Bien, nous, on est un circuit plutôt urbain. Donc, la majorité de nos artistes sont ici à Saint-Jean. Donc, pour se déplacer d'un atelier à l'autre pour le visiteur, bien, on suit un parcours qui est plutôt urbain. Donc, c'est ça un petit peu qui nous distingue. On a créé une nouvelle signature visuelle pour notre événement qui va avoir lieu à la fin du mois de mai, le 27, 28, 29 mai, pour la ruée vers l'art. Donc, le nombre de participants reste à définir, mais ça devrait tourner autour d'une vingtaine d'ateliers. Pour le symposium d'art, le changement qu'on a apporté l'an dernier, bien, on le maintient. C'est-à-dire, c'était toujours au mois de juillet auparavant. On l'a déplacé au mois de septembre, le 9, 10 et 11 au Domaine septembre. Trinity? Au Domaine Trinity, encore une fois, avec Micheline Proulx comme artiste invité. Et puis, les créations qui vont être faites sur place, les grands formats, vont être exposés aussi au Domaine Trinity une semaine après l'événement jusqu'à la fin octobre. Donc, bonne nouvelle, c'est la reprise des activités chez Artaud. Vous l'avez entendu, plusieurs expositions ou événements à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tenez-vous informés, bien, c'est très bon. Donc, les artistes et les consommateurs d'art visuel, entre autres, seront bien servis dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, bonne chance. Merci, Éric. Venez nous voir. Restez avec nous, on revient après ceci. Bonne nouvelle, le Centre de femmes du Haut-Richelieu nous informe que désormais, les activités vont se tenir en présentiel. Activités, programmation, ateliers, bref, allez faire un tour sur le site Internet de l'organisme pour connaître tous les détails importants. À demain. Bye-bye.